Bienvenue à l'économie du déclin. Welcome to the economy of the collapse. Aujourd'hui, je veux réagir à plusieurs posts qui circulent sur les médias sociaux quant à l'utilité des riches. Et là, ça revient souvent, des commentaires d'un côté comme de l'autre. Il y a certaines figures comme Éric Gravel, Luc Poirier qui disent une chose et se font attaquer comme quoi les riches ne servent à rien. Et ce matin, je lisais un autre post d'un certain humoriste qui disait dans le fond que des gens comme Luc Poirier, en bon québécois, je dirais pas le mot exact, je dirais qu'il se sacre des gens. Qu'en est-il? Hein? Est-ce que les riches servent à rien? Hein? Donc, un peu l'idée derrière ça, c'est que les riches, ils accumulent et ils n'investissent pas nécessairement suffisamment, ils s'enrichissent en dormant, etc. Bon, est-ce que c'est faux? Hein? Est-ce que les gens qui ont ces critiques-là, mettons de Luc Poirier qui a 43 Ferrari, ou je ne sais pas comment, puis c'est pas important, mais est-ce que les gens ont tort? Heureusement ou malheureusement, tout dépendant de quel côté on se situe, pas complètement. Hein? Les pauvres, évidemment, on pourrait dire, n'ont qu'à prendre des risques comme tout le monde. Hein? C'est le risque qui est récompensé dans notre système. Est-ce que c'est faux aussi? Encore là, tout dépendant de quel côté on est, heureusement ou malheureusement, pas complètement. Donc voici le problème là. Les deux camps ont chacun, d'une certaine façon, la moitié de la vérité et ils passent leur temps à se crier l'autre moitié par la tête. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi les deux ont raison en même temps et pourquoi la vraie réponse, elle est ailleurs, dans un mécanisme que personne ne vous explique. Et je vais le faire avec l'exemple le plus important de notre économie au Canada, l'immobilier. Une précision avant de commencer, j'ai travaillé à la SCHL, j'ai vu la machine de l'intérieur. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui sur un des volets qu'on va aborder, c'est pas de la théorie, c'est un diagnostic de quelqu'un qui a été dans la salle où les décisions se prennent. Pour comprendre ce qui ne fonctionne plus, il faut revenir à une distinction que les économistes classiques comme Adam Smith, Ricardo considéraient comme fondamentale et que le débat public a complètement perdu, évidemment, par manque d'érudition en la matière. Le profit, ce fameux profit, c'est la récompense d'un risque pris et d'une valeur créée. Je veux emphaser sur valeur créée. C'est drôle, ce mot-là n'est pas toujours là. Tu investis ton capital dans une entreprise, tu peux tout perdre. Et si tu perds tout, il n'y a personne qui vient t'aider, même pas ceux qui chialent contre les riches actuellement. Et si tu réussis, tu as créé quelque chose qui n'existait pas. Tu as créé un produit, un service, des emplois, du logement. Quelque chose aussi qui n'était pas nécessairement prévu, pensé ou réfléchi et tu l'as inventé. Hein? Un peu comme soudainement Apple invente le iPhone ou le iPod. C'est une révolution. Voilà. Le profit, c'est sain. Hein? C'est un peu comme le moteur. Pourquoi on ferait tout ça? Hein? Pourquoi on ferait cet effort-là? C'est une récompense. Hein? Un peu comme à l'état nature, évidemment, vous marchez en forêt et là, vous cherchez des petits fruits. Et mon Dieu, lorsque on finit par en trouver et on est affamé, on est tellement content. Notre corps nous offre une récompense, évidemment, biochimique. La rente, c'est le revenu qui vient du simple fait de posséder. Pas de créer, pas de risquer. Tout simplement posséder. Donc, un actif rare, et idéalement un actif dont la rareté est protégée, et de nos jours protégé par le gouvernement souvent, qui prend de la valeur pendant que tu dors. Un système capitaliste qui est en santé va maximiser le profit et va minimiser la rente. Hein? La rente, c'est corrosif. Il récompense généreusement ceux qui créent et risquent, et il doit rendre la détention passive et peu payante.
pour forcer le capital à travailler. Parce qu'évidemment, puis c'est là que la critique de la gauche, elle est véritable, s'il n'y a pas d'incitatif à faire travailler ce capital-là qui est suffisant, à ce moment-là, on peut finir par s'asseoir sur ce capital-là. Et là, ça cause un problème. Notre système fait exactement l'inverse actuellement. Une fois que vous voyez ça, là, vous allez plus ne pas pouvoir le voir. Parce que quand la gauche dit les riches ne servent à rien, là, ce qu'elle décrit, sans avoir à ce moment-là le bon vocabulaire, c'est la rente. C'est cette fameuse rente-là qui est toxique en économie. Sur ça, elle a 100% raison. Le rentier ne sert à rien économiquement. Sur ce point-là, il faut l'avouer. Arrêtons de jouer à des jeux là, de mots. Il faut l'avouer. Il capte de la valeur et n'en crée aucune. Okay? C'est complètement inutile. D'un point de vue économique, c'est inutile. Quand la droite dit c'est la prise de risque qui est récompensée, elle décrit le profit. Et sur ça, elle a raison aussi en théorie. Le problème, c'est que notre économie a graduellement remplacé le profit par la rente comme principale voie d'enrichissement. Et personne dans le débat public semble vraiment s'en apercevoir. Sinon, peut-être on en parlerait. L'argument classique pour défendre l'accumulation, c'est le réinvestissement. Hein? C'est ce qui est la base là, du capitalisme là, dans sa doxa acceptée. Le capital des riches ne dort pas, disons. Hein? Il finance des entreprises, il crée des emplois. Et ça, vous pouvez le voir dans toutes sortes de posts, écrits de toutes sortes de façons, mais à la fin de la journée, la personne qui écrit son post, c'est cette idée-là qu'elle met de l'avant. C'était beaucoup plus vrai avant, et voici pourquoi ça ne l'est plus autant aujourd'hui. Le capital, là, il est rationnel. Hein? Il va où le rapport rendement-risque est le meilleur. Pendant 15 ans là, de taux d'intérêt écrasés, on a créé une situation totalement absurde. La détention passive. L'immobilier, les indices boursiers gonflés, les actifs existants, rapportaient autant, sinon plus, que l'entrepreneuriat productif. Pensez-y, là. Avec une fraction du risque. Imaginez-vous la différence de risque entre opérer un restaurant et détenir un actif stabilisé, garanti par le gouvernement en plus avec une assurance. Mettez-vous à la place d'un détenteur de capital. Option A. Financer une entreprise nouvelle, risquer de tout perdre et attendre des années peut-être pour se repayer. Option B. Acheter un immeuble à Montréal-Toronto, laisser la rareté artificiellement créée par le réglementaire faire monter le prix et on peut dormir tranquille. Évidemment, le capital va choisir l'option B massivement. Pas parce que les riches sont paresseux ou immoraux, quoi qu'il peut y en avoir, mais parce que la réponse rationnelle à la structure d'incitatif que le gouvernement a bâtie est celle-là. Alors non, ce n'est pas réinvesti dans l'économie productive. Et donc là, sur ce point-là, la gauche, elle a raison. C'est stationner dans des actifs existants qu'on se revend de plus en plus cher entre nous, là. Puis là, je mets un nous avec un petit n, là, mais entre nous, en voulant dire, évidemment, les gens qui ont cette rente-là. Et une économie qui fait ça, c'est une économie qui se mange elle-même. Hein? Un peu comme à la Schumpeter. Maintenant, l'autre camp, évidemment, va dire, écoute, toi, là, si tu veux t'enrichir, là, prends-en des risques. Hein? Ça revient aussi, ça, souvent dans les posts, on le lit. Et, encore là, en principe, c'est vrai. En pratique, par exemple, il y a un détail que cet argument oublie, c'est que le risque n'est récompensé que si tu survis à l'échec. Et la capacité de survivre à un échec est elle-même une fonction du capital que tu détiens déjà. Donc, celui qui part avec du capital familial peut échouer une fois, deux fois, trois fois et réussir la quatrième fois. L'échec est une leçon, bien sûr, mais celui qui part de zéro là, joue une partie où la première erreur est fatale. Hein? C'est un petit peu comme la roulette russe. Oui, tu peux réussir, mais si tu réussis pas, qu'est-ce qui se passe? Même jeu, même règle sur papier, mais il y a un joueur qui a des vies infinies et l'autre en a une seule. Hein? Donc, pour revenir à cette roulette russe-là, il y en a un qui a 7 balles sur 8, puis il y en a un qui a une balle sur 8. C'est pas le même jeu.
Ça, c'est la vraie barrière à l'entrée. Ce n'est pas le risque lui-même, c'est le coût asymétrique de l'échec. Et ça revient souvent, puis souvent, la gauche va critiquer, va dire, c'est des gens qui ont eu des héritages, après ça, bon, évidemment, ça va bien, il y a du succès, mais sans son héritage, etc. Encore là, il y a une partie de vrai aussi dans ça. Donc, quand quelqu'un d'en bas regarde le système et dit « c'est truqué », là, il n'a pas complètement tort. Et quand quelqu'un d'en haut répond « j'ai pris des risques, là, moi », il n'a pas complètement tort non plus. Il ne parle juste pas du même jeu, il ne parle pas le même langage. Et là, tout ce qu'on vient de voir, là, ça converge là, dans un seul secteur de l'immobilier canadien, c'est le laboratoire parfait de la rente institutionnalisée. Et voici les 3 mécanismes. Le premier mécanisme, là, c'est le zonage, qui a remplacé le marché complètement. Donc, dans un marché libre, là, la demande de logement crée une offre et les prix font l'arbitrage, tout simplement. C'est un petit peu là, comme lorsque vous allez à l'épicerie, vous voulez acheter des bananes, là, toutes les épiceries ont des bananes, il y a une certaine demande pour les bananes et le prix pour les bananes est fixé par l'offre et la demande. Puis il est quand même relativement juste par rapport au produit en raison de la grande quantité d'offres et la quantité de demandes. Évidemment, là, on pourrait aller beaucoup plus loin et dire, bon, écoutez, il y a des conglomérats comme Del Monte qui contrôlent les bananes, puis etc. Mais disons, juste pour l'illustration. Bon, au Canada, c'est pas le marché qui décide qui construit quoi et où. C'est un processus là, politique avec beaucoup de municipal. Et ce processus-là, disons-le donc, il est capturé là, par ceux qui possèdent déjà et qui votent systématiquement contre la densification de leur quartier. Et donc, résultat, la rareté du logement, là, elle n'est pas naturelle. On n'arrête pas de parler de crise. Là, mais ça se fait que ça fait 30 ans qu'on parle de crise de logement. Mais voilà, elle est fabriquée réglementairement. Les politiciens, là, vos politiciens que vous envoyez là, à la mairie ou à l'Assemblée nationale ou au Parlement, là, c'est eux là, qui créent littéralement cette crise du logement-là pour conserver le contrôle, parce qu'ils aiment contrôler. Et cette rareté fabriquée, là, c'est précisément ce qui fait monter la valeur des parcs immobiliers existants. Sinon, cela s'effondrerait. Et c'est aussi une des raisons pourquoi rien ne change. Ceux qui détiennent profitent directement de la barrière qui bloque les nouveaux entrants. Donc, ça fait beaucoup de monde qui ont intérêt à ce que ça continue. Évidemment, le système protège ses initiés. Deuxième mécanisme, évidemment, la barrière qui tue l'innovation, mais pas juste la concurrence, c'est que ça prend des années d'approbation, des frais, des consultations, des contestations. Et ce processus-là ne bloque pas seulement les nouveaux joueurs, là, il bloque les nouvelles idées. L'habitat modulaire, la cohabitation, les micro-logements, la conversion de commercial en résidentiel, toutes ces solutions-là meurent dans le processus avant même d'être testées par le marché. Donc le système ne sélectionne pas les meilleures solutions d'habitation. Il sélectionne ceux qui ont assez de capital et de patience pour survivre au processus. Puis ça, c'est de la sélection par le capital, pas par le mérite de l'individu, pas par le mérite du projet, pas par le mérite de comment ça répond à un besoin réel. Troisième mécanisme, là, la SCHL socialise le risque, mais privatise le rendement. Et là, je parle de ce que je connais. L'assurance hypothécaire, là, garantie par l'État, fait une chose de très précise. Là. Elle enlève aux détenteurs de capital le risque de défaut. C'est le contribuable là, qui va absorber. Déjà que Mark Carney achète des condos qui sont vacants à Vancouver. Les contribuables ne sont pas exposés uniquement à ça, ils sont exposés à l'entièreté du portfolio qui est assuré par l'assurance hypothécaire. Et là, dites-vous, attendez, écoutez ça. On vient de passer tout l'épisode à dire que le rendement du capital là, se justifie par le risque. Allô? Écoutes-tu encore? Ouais, alors, si l'État garantit le risque, qu'est-ce qui justifie encore ce rendement-là? Coucou! Là, on a une bonne question, Rien pantoute. Et à ce moment-là, ce n'est plus du profit, là. Là, c'est de la rente pure, là.
garanti par le gouvernement et payé par la rareté, fabriqué, absorbé, tout cela par les jeunes ménages qui s'endettent sur 25 ans pour acheter le droit d'exister à quelque part. C'est pas merveilleux, ça? Et l'échelle du problème, l'investissement au résidentiel, là, au Canada, atteint des niveaux qu'aucune autre économie du G7 ne connaît. L'immobilier là, représente plus de la moitié du patrimoine des ménages canadiens. On a transformé le logement, un besoin de base, en principal actif financier du pays. Si on calcule l'entièreté de tout ça, là, ça représente 50% de l'économie du Canada. Une économie là, qui consacre autant de son capital, de son crédit bancaire et de son talent à vendre et revendre des maisons existantes de plus en plus chères. C'est pas une économie productive, là. On ne bâtit rien avec ça, là. On s'en va pas à la guerre, là. On ne gagne aucune course technologique avec ça, on ne se prépare à aucune confrontation mondiale de quelque sorte que ce soit. On ne fait qu'enrichir des détenteurs pendant que la capacité productive du pays s'atrophie. Et ça, les chiffres sont là pour le démontrer. Alors, résumons le mécanisme complet, là, parce que c'est là que tout s'assemble. L'État restreint l'offre par le zonage, ce qui gonfle artificiellement les actifs existants et enrichit des individus à ne rien faire. L'État garantit le risque par la SCHL, l'assurance gouvernementale, ce qui élimine la seule justification morale du rendement. Et ensuite, on appelle ça encore un libre marché. Libre de quoi? Ce n'est ni du capitalisme, ni du socialisme. C'est de la protection de rente institutionnalisée. C'est le pire des deux mondes dans l'économie. Intervention de l'État, mais au service des détenteurs plutôt que des créateurs. On a complètement perverti le système à ce niveau. Et voilà pourquoi les deux camps du débat public ont chacun raison à moitié et personne n'est capable vraiment d'éclairer le débat. Et oui, la colère contre l'accumulation est légitime, là. Les temps sont durs, on le voit, on est en récession en plus. Les logements, c'est difficile. Parce que ce qui est accumulé aujourd'hui, là, c'est de plus en plus de la rente et pas du profit. Ça, la gauche le sentent, mais ne le comprennent pas suffisamment bien pour l'expliquer clairement. Et oui, la prise de risque mérite d'être récompensée. Puis ça, il faut l'avouer. Lorsqu'on produit quelque chose, on crée de la valeur et que pour créer cette valeur-là réelle, pas une rente, là, mais pour créer une vraie valeur, on doit être récompensé. Mais malheureusement, c'est exactement ce que le système ne fait plus. Hein? Donc, le lien entre la récompense et la contribution productive, il s'est cassé. Et quand ce lien casse, deux choses meurent en même temps. La légitimité du système aux yeux des gens, hein, c'est la colère que vous voyez partout, là, et son efficacité économique. Hein. Et là, c'est le capital qui dort au lieu de bâtir quoi que ce soit, réellement. Et puis ça crée aussi une concentration. Au lieu d'avoir des centaines de milliers, voire des millions d'individus qui peuvent justement déployer des unités pour résoudre la crise, mais là, on a une poignée de gens qui ont déjà des capitaux pour être capables de déployer d'autres unités et continuer de s'enrichir. Et évidemment, à ce moment-là, on n'est pas du tout en train de résoudre la crise du logement. Et c'est pour cela que la fameuse crise du logement ne se résout jamais. Et tout le monde voit que ça ne fonctionne plus. Maintenant, vous savez pourquoi mécaniquement. La question pour le prochain épisode, est-ce qu'on peut réparer ça? Et à quoi ressemblerait une fiscalité qui distingue la rente du profit? Parce que c'est là que ça se joue. Et si ces conversations-là là, vous interpellent, mon groupe privé d'abonnés est ouvert avec un lien en description. Et c'est là qu'on va plus loin sans filtre. Et sur ça, je vous souhaite à la prochaine. Hey!